Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Les causeries de Jérôme et Mathieu. Bonjour à tous. On est content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Vous allez voir qu'on a investi dans un petit matériel avec Mathieu. On a acheté des micros, on s'est rendu compte que on avait un son qui n'était pas très agréable. Donc on a investi un peu dans les micros avec Mathieu. On a acheté des très beaux micros. Je ne sais pas si on entend bien, mais voilà, on a acheté des micros. On espère que ça ira bien dès le premier coup parce qu'on les a branchés il y a littéralement hier soir, mais on a dû jouer avec que 10 minutes. Donc, vous nous direz si le son est mieux et s'il y a des boulettes. Déjà, toutes nos excuses. Enfin, on ne s'excuse pas, on présente les excuses d'ailleurs. Mais je pense que ça va être carrément mieux parce que le dernier podcast, en effet, c'était une boucherie totale. Ouais, et on m'entendait pas du tout. J'avais un son qui était catastrophique. Mathieu, ça allait, mais le mien était vraiment catastrophique. Donc là, on s'est dit, on va investir un petit peu, Voilà. on va acheter des micros. C'est dommage en plus parce que c'est toi qui dis des trucs intéressants. Moi, je dis en général n'importe quoi et c'était toi qu'on n'entendait pas, donc c'était quand même bête. Faut mettre des sous-titres. On va mettre des sous-titres. C'est bien pour les podcasts. Voilà. Par contre, j'ai pas encore l'habitude de garder le micro proche, tu vois, parce que si je le mets en mode loin, on entend Roxane qui tape sur son clavier. Du coup, pour vous, c'est pas génial, mais ça doit. Il y a peut-être des moments où vous m'entendrez moins bien, mais bon, je pense que ça ira. Non, là, ça va. Donc, écoutez, merci à vous de venir sur ce nouveau podcast. Donc, aujourd'hui, on va parler de la négociation d'un bien immobilier et de l'offre d'achat. Comment rédiger une offre d'achat, les éléments qu'il faut indiquer sur une offre d'achat, on va dire l'engagement que vous donne quand vous signez une offre d'achat, quand vous contresignez une offre d'achat. Donc, on va un peu détailler tout ça. Avant tout, on va essayer de bien négocier. Ouais, et comment bien négocier un bien immobilier, parce que c'est hyper important la négociation, on va en parler. Je pense que c'est un sujet qui va être très intéressant. Ouais, je dis comment bien négocier. Je ne suis pas spécialement un professionnel de la négo, mais je vais vous partager en tout cas ma petite expérience et ce que j'ai pu lire. Mais voilà. Il y a quelques petits points des fois qu'on néglige et qu'on ne prend pas en compte pour la négociation. Et c'est vrai qu'il y a quelques petits détails des fois qui sont importants. Concernant le dernier podcast qu'on a effectué, on va faire un petit retour peut-être avant, Mathieu, dessus. Tu veux dire un autre retour que le son? Ouais, un autre retour que le son, exactement. Voir un peu les commentaires qu'on a eu, les avis qu'on a eu, parce qu'on a eu quelques questions. Déjà, on a eu 2 commentaires qui sont, je trouve, intéressants. On va commencer. Tiens, Alice, parce que c'est une fille, qui nous dit « Salut les causeurs. Merci beaucoup pour votre dernier podcast et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. » Ah oui, c'est vrai qu'on a répondu déjà à ces questions. Alice est privilégiée. Je pense en effet passer par un architecte d'intérieur pour au moins faire des plans. Avez-vous des recommandations d'architectes d'intérieur qui se déplaceraient en Dordogne? Alors moi, de mon côté, pas spécialement. Peut-être Merci à toi. qui nous fait la déco. Je ne sais pas si... Ouais. Pardon. On a plusieurs personnes. Moi, je suis sur Bordeaux. Sur Bordeaux, on a Aurore Designer, je crois que ça s'appelle comme ça sur Instagram, Aurore Gambetta Designer, si je dis pas de bêtises. Tu peux la contacter de notre part. Elle a un secteur assez grand. Elle est beaucoup sur Bordeaux maintenant, mais elle va quand même pas mal en Dordogne. Elle va à Bergerac. C'est la Dordogne, Bergerac, si je dis pas de bêtises. Oui, apparemment. On me dit, l'arbitre à droite me dit que c'est bien la Dordogne. Ouais, donc tu peux la contacter. Elle est très bien. Elle fait architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur. Donc elle est relativement bien. Après, il y en a partout des architectes d'intérieur. Tu cherches sur Google, tu regardes les avis maintenant, tu trouves assez facilement. Même sur Instagram, tu peux en trouver assez facilement. En tout cas, merci à toi, Alice, pour ton retour sur notre Attends, podcast. c'est pas fini. Je t'ai lu que la première phrase et c'est un gros pavé.
Elle nous dit ensuite, je ne sais pas ce que sera ta start-up, Mathieu, sur les aliments végétariens en station-service, mais j'investis direct dedans. J'en peux plus de manger ces vieux sandwichs crudités ou chèvres qu'on trouve dans les stations-service. Ouais, tu m'étonnes. Je suis végétarienne aussi depuis 7 ans et c'est toujours la galère. Faut que je prévoie toujours avant mes voyages d'emmener mon repas végé pour manger sur l'autoroute. J'avoue, c'est vraiment relou. Je te conseille Feed sinon. Alors, faut acheter avant, faut commander, mais Feed, c'est pas mal. Et elle nous dit ensuite, pour revenir sur l'achat off-market, j'ai acheté l'été dernier un appart à une personne qui est devenue un ami suite à un apéro IMO fait il y a plus d'1 an. J'avais besoin de vendre rapidement pour réinvestir l'argent et n'avais pas envie. Ah non, excuse-moi. Il avait besoin de vendre rapidement pour réinvestir l'argent et n'avait pas envie de se prendre la tête à faire les travaux et des visites pour vendre le bien, qui se trouve à 600 km de son domicile. Il me l'a donc proposé à un prix très intéressant que j'ai accepté. Cette opération est la plus rentable que j'ai faite avec plus de 600 € par mois de cash flow. Je gère tout à distance et il y a une importante plus-value latente. Comme quoi réseauter apporte de gros billets. Donc, à quand le prochain apéro IMO? Et elle me dit à la fin, Mathieu, à samedi prochain au BGR Contest où j'aurai peut-être l'honneur de te mettre des no-reps. Alors non, Alice, moi je ne fais pas de no-reps et sinon je mets des coups de tête au juge. Après, c'est comme tu veux. Ça chambre sur le CrossFit, ça va te mettre des grandes. Ah, mais oui, ouais, toi, dernièrement. Toi, tu vas au BGR ce week-end. Ah oui, d'accord. Donc, tu as ta juge officielle Alice. Mais écoute, tu vas pouvoir aller voir Alice, lui faire comprendre que si tu l'expliques d'autres choses en immobilier, tu prendras pas de no-rep. Et puis voilà, c'est très bien. Voilà, donc Alice, aucun problème. Tu pourras me poser des questions sur la fiscalité en plein pendant les WOD avec toujours les mouvements un peu aléatoires des BGR, voir si j'ai le cerveau qui marche. Bon, en tout cas, pour revenir à ton commentaire, déjà, merci beaucoup de mettre des commentaires, ça nous fait très plaisir. Et tu as raison, réseauter, ça peut rapporter de très gros billets. En plus, ça rime. Et on mesure pas avant de le faire la puissance de. Enfin, c'est bête d'aller à un apéro IMO et discuter avec les gens, juste ça peut apporter plein de choses. Et faire du réseau, quoi. Ouais, les apéros IMO, on en fait quelques-uns. Je sais que toi, t'en fais sur Nantes. Moi, j'en fais quelques-uns aussi sur Bordeaux. C'est hyper intéressant parce que tu rencontres plein de personnes différentes et c'est là où tu peux apporter et récupérer des affaires immobilières parce que tu as même des professionnels. Tu as un groupe sur Bordeaux, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, qui s'appelle Club Rentabilité, qui est pas que sur Bordeaux, qui est sur Bordeaux, sur Marseille. Il est peut-être dans ta région, si je sais pas s'il est pas dans ta région. Il y a énormément de professionnels qui se réunissent. Tu as un apéro d'ailleurs demain soir sur Bordeaux et c'est bien parce que tu vois des comptables, tu vois des avocats, tu vois des artisans aussi. C'est hyper intéressant pour rencontrer des artisans. Donc ça peut permettre de récupérer des affaires en off qui sont très bien et très intéressantes. Écoute, félicitations à toi en ligne en tout cas. Bah ouais, félicitations, 600 € par mois de cash flow, c'est quand même propre. Surtout à distance, il faudra que tu nous racontes plus en détail les chiffres et tout, ça nous intéresse. Et ça intéresse, je sais que ça intéresse toujours tout le monde les chiffres. C'est un très bel investissement. On a un autre commentaire au-dessus qui est plus technique. C'est Yann Détienne qui nous dit « Hello les gars, très bon contenu, malgré le son, il n'a pas dit, mais c'est quand même sympa d'avoir écouté. J'aime bien le nom de la chaîne, ça donne le ton. Toujours intéressant d'avoir l'approche de nouvelles personnes sur les différentes étapes de l'immobilier. » Il nous dit ensuite « Pour les prix des travaux au mètre carré, ça aurait été intéressant de se mouiller un peu plus de par votre expérience. Genre rafraîchissement global 500 € du mètre carré, plomberie élec 800, avec isolation 1000, etc. Car 1200, vous êtes bien pour tout refaire, vous avez pris la facilité. » Ouais, il n'a pas tort, mais ça dépend de tellement de choses. Ouais, et il nous dit ensuite, petite question, est-ce que le volume de visite est forcément une bonne solution? Là, j'enchaîne de mon côté, secteur 06, très cher. Je suis à une trentaine de lots visités en 5 ou 6 semaines, bravo. J'ai fait des offres, mais rien ne se passe pour le moment. Encore ce matin, je visitais un bien à reprendre entièrement, 5 000 € du mètre carré, ce qui est le prix moyen de la zone. Sauf qu'avec les travaux, on arrive au-dessus du prix de marché. Et le hic, c'est que tout part au prix ici. J'en reviens à ma question. À force de visite, on tombe vraiment sur la pépite en off? Ou bien alors, à quel moment switch-t-on de stratégie? Merci d'avance pour votre temps. Petite remarque, des fois 30 minutes d'intro avant d'attaquer le sujet de la vidéo peut en décourager certains. Bah écoute, s'ils sont découragés, ils ont qu'à rouler plus longtemps ou aller écouter d'autres personnes. Mais je pense qu'on aura du mal à faire des intros rapides parce qu'on aime bien se raconter nos vies. En plus, Jérôme, il était au CrossFit ce matin, il m'a pas encore raconté comment c'était, donc il va falloir qu'on en parle. Yes, attention, on se prépare pour les prochaines éditions des BGR avec Mathieu, donc ça va. Attention. Ouais. Donc écoute, comment tu... Attends, Yann Etienne, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, Yann Etienne. Écoute, merci à toi, Yann Etienne, pour ton commentaire et le temps que tu as pris pour rédiger ce commentaire. En tout cas, c'est hyper sympa.
Donc, je vais répondre moi de mon côté dans un premier temps, et puis Mathieu, je pense, répondra après. Du coup, concernant les travaux, de mon point de vue, ça dépend d'énormément de choses. En fait, il y a tellement de critères à prendre en compte. D'une part, tu as le secteur qui peut vachement impacter le devis de tes travaux, parce que si tu es à la campagne versus une ville en plein centre-ville, les devis seront différents. Parce que tu as facilité de te garer à la campagne, tu as des stationnements, tu as comment ça s'appelle, quand tu vas évacuer tes gravats, etc., c'est peut-être plus compliqué en centre-ville qu'en ville, qu'à la campagne. Tu as tout ce genre de choses qui va rentrer en compte. Donc, c'est un peu compliqué, on va dire, de donner une estimation par secteur ou vraiment dans l'immobilier. Donc, l'idéal, nous, c'est ce qu'on dit. Nous, l'idéal, c'est que si vraiment tu fais un rafraîchissement, il y a une grosse augmentation des matériaux en ce moment. Donc, tu prends entre 1000 et 1200 du mètre suivant le secteur où tu es. Mais si vraiment tu pars dans des très gros travaux, moi, je te conseille de partir dans les 1500. Mais encore, c'est vraiment pour te donner juste une petite fourchette. L'idée, c'est que quand tu es en train de regarder le bien immobilier sur le Bon Coin ou sur la fiche que l'agent immobilier t'a fournie, tu te dis, OK, moi, de mon point de vue, il faut tout retaper. Je prends la superficie, je le multiplie par 1200 ou 1500, peu importe. Tu fais tes calculs et au moins, tu te dis, OK, je peux avancer dans le projet, et ensuite, tu fais un devis par un artisan. Rien ne vaut un devis d'un artisan officiel. Mais bien évidemment, il faut lui préciser ce que tu veux faire, les travaux que tu veux faire dans l'appartement ou dans la maison, parce que si tu rentres avec un artisan et que tu lui dis, voilà, faites-moi tous les travaux, lui, il va tout te chiffrer et tu vas en avoir pour beaucoup plus. Donc l'idée, c'est vraiment être le plus carré possible. L'idéal, c'est quand tu prends un maître d'œuvre, ils font des cahiers des charges, on appelle ça des CCCP. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. CCTP, pardon. Tu fais un cahier des charges. Tu fais un cahier des charges, en fait. Et voilà, exactement. Tu fais un cahier des charges et ça te permet de pouvoir faire chiffrer par plusieurs entreprises la même quantité de matériaux, la même superficie. Au moins, ça te permet de comparer les 3 devis. Voilà pour la partie travaux. Peut-être, je ne sais pas si Mathieu, tu veux compléter quelque chose sur la partie travaux. Non, bah, je pense que tu as tout dit. Et j'ai quand même clairement moins d'expérience que toi dans les travaux, parce que moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai acheté des merdes, je les ai gardées comme ça et je fais les travaux maintenant. Donc, non, c'est vrai, j'ai fait pas mal de travaux, mais j'aurais dû en faire plus au début. Mais tout ça pour dire que c'est compliqué de donner un prix. En fait, l'avantage avec 1200 euros, c'est que tu es sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Si ça rentre dans ton calcul, 1200 euros, normalement, tu refais tout, quoi. Enfin, il y a encore quelques années, tu construisais des baraques à ce prix-là. Donc, C'est ça. tu es à peu près sûr de pouvoir tout faire. Et c'est compliqué de te dire 500 euros du mètre carré pour un rafraîchissement global, parce que ça va vraiment dépendre après du projet. Après, en effet, tu mets 700 ou 800 balles. J'ai déjà refait le premier studio que j'ai vendu. Il me semble de tête que j'en ai eu pour 800 euros du mètre carré en repartant vraiment à zéro. C'est-à-dire que j'ai fait la démolition et l'enlèvement, et après, le reste a coûté 800 euros du mètre carré, mur à nu. Mais aujourd'hui, je pense que ça coûterait 1000, quoi. Mais C'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat parce que tout dépend les matériaux que tu veux utiliser. Tout dépend si tu veux faire du haut de gamme, du milieu de gamme, du bas de gamme, de la location courte durée, de la location longue durée, les matériaux que tu veux mettre en place dans ta rénovation. Voilà, tu as plein de choses qui rentrent en compte. C'est pour ça que l'idée, on va dire, quand tu prends un prix mètre carré, c'est juste pour réagir rapidement par rapport à l'annonce, parce que tu as énormément de concurrence. Et quand tu as de la concurrence, il faut être rapide et réactif. Donc en gros, tu vois le bien immobilier, tu vois combien il y a de mètres carrés, tu dis, OK, moi pour mon enveloppe, pour mon prévisionnel d'activité, je vais prévoir tant de travaux, je sais que le bien il coûte tant, et est-ce que c'est rentable ou pas? Si tu vois que c'est rentable sur le papier, tu peux aller au bout, tu peux aller continuer, tu fais un devis par un artisan qui va compléter. Si tu vois que rien qu'en prenant les chiffres qu'on a énumérés juste avant, que c'est pas rentable, ben tu t'arrêtes là, tu passes au suivant. C'est juste pour aller plus vite en fait ouais, c'est ça. Mais de toute façon, dans tous les cas, il faudra verrouiller avec des devis, et tu n'auras jamais le bon chiffre sans avoir tes devis. Et il n'y a Tout pas de à fait. vérité absolue, mais 1000-1200 euros du mètre carré, normalement, tu es plutôt serein. Si tu fais des beaux travaux que tu refais à neuf, ça rentre, quoi. Ça rentre, oui, oui, ça rentre bien. Après, à confirmer par plusieurs devis, il faut faire attention. Toujours faire 3 devis, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, parce que tu as toujours des entreprises qui mettent beaucoup, qui mettent très cher, ou il y en a qui ne sont pas du tout chères. Pose-toi les bonnes questions si elle est vraiment pas chère, l'entreprise, c'est qu'il y a un souci. Comme une entreprise qui est disponible d'une semaine à l'autre pour faire les travaux, c'est qu'il y a un gros problème, surtout dans les travaux en ce moment. Vu le boulot qu'il y a, si elle est disponible de suite, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, un peu tous ces points-là à prendre en compte. Surtout, fais passer des artisans, c'est juste ça. Fais-toi un réseau d'artisans. Tu vois, ben moi j'ai l'exemple. Là, je suis en train d'analyser une opération de marchand. J'ai fait mon estimation. Je fais exactement comme on vous a expliqué avec Mathieu. J'ai fait mon estimation. Mes chiffres passent bien avec mon estimation. J'ai pris 1200 euros du mètre. Je fais passer lundi un artisan pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient, on va dire, impacter ce chiffrage.
Donc voilà, c'est vraiment les étapes. Les étapes qu'on vous évoque et qu'on vous explique, c'est vraiment ce qu'on fait à temps réel dans notre activité de marchand ou d'investisseur immobilier. Exactement. Et Concernant, ouais. ouais, on va dire la même chose. Je dis pour la deuxième partie de ta question sur le volume de visite. Est-ce que c'est forcément une bonne solution? En fait, oui, c'est une bonne solution, dans le sens où il y a quand même peu de chances de tomber au coin de la rue sur l'affaire du siècle que tu vas pouvoir acheter au bon prix et qui tourne. Et en faisant un gros volume de visites, tu vas multiplier tes chances. En fait, tu vas multiplier tes chances de tomber sur un bien rentable et tu vas surtout faire un truc, c'est que l'agent immobilier va te connaître, va te renvoyer des choses et en faisant ça, tu cultives ton réseau. Tout à fait. Tu Et restes ouais. actif en fait. Il faut montrer à l'agent immobilier que tu restes actif. En très peu de temps, tu peux trouver des biens, tu peux rapidement trouver. Il faut rester actif par rapport à l'agent immobilier, lui montrer que tu es toujours disponible, lui montrer que tu es toujours à la recherche, lui montrer que tu es toujours disponible pour faire des visites. Quand on t'appelle, on te dit écoutez, j'ai une opération off-market qui rentre et qui va être une grosse opération. Il ne faut pas lui dire ok, ben, je suis disponible dans une semaine. Non, c'est pas comme ça que ça va. Ouais, je viens visiter dans 1 heure. Exactement. C'est ça. C'est je viens Je viens visiter d'écouter, maintenant j'arrive. ou ce soir ou voilà. Et quand tu sors de la visite, il y a beaucoup de marchands qui sortent de la visite qui disent j'achète, j'achète pas. Donc soit c'est là où J'en connais un qui vous parle tout de suite d'ailleurs. Je me raconte, bon, je sais pas, enfin si, ça semble quand même à peu près bon, mais tu as fait ça littéralement là depuis 15 jours et tu as un truc qui est tombé ce week-end. j'ai Tu fait nous ça, racontes ouais. un peu? Ouais, je peux raconter. Ouais. En gros, Bah, déjà, l'histoire. tu as fait plein de visites ces 15 derniers jours, j'ai l'impression, non? À chaque fois J'arrête qu'on pas. parle, tu es parti en visite. Ouais, en ce moment, j'arrête pas. Moi, je suis un peu Enfin, c'est la partie que j'aime bien, en fait, les visites. Donc, c'est la partie réseautage et visite, j'aime bien. Donc, j'ai fait beaucoup de visites. Et en fait, j'avais contacté une agence pour un appartement qui était bien trop cher, mais je me suis dit, ok, ça va me permettre de rencontrer une autre agence, de discuter avec elle. Donc, je vais voir l'appartement. Je visite l'appartement, qui est sympa, hein, mais tout à refaire, mais qui est, voilà. Moi, il fallait que je l'achète 40 000 euros de moins et j'ai cru comprendre que c'était un peu compliqué. Donc, on arrive à la fin de la visite, je discute avec la personne de l'agence et je lui dis, écoutez, voilà, moi, je suis marchand, je cherche des biens à rénover ou à agrandir pour faire des extensions, pour ajouter de la plus-value à un bien immobilier. Donc, elle cherche et tout, elle me dit non, je vois pas et tout. Puis, on continue à discuter et puis à un moment, elle me fait, ah, mais attendez, je vais sûrement rentrer une maison demain. Je fais écouter, d'accord. Elle me dit oui. Et donc, c'est une maison à rénover complètement. On est à 3000 du mètre. C'est à 4 minutes de chez moi. Et le secteur, on est plus à 6-7 000 du mètre une fois rénové dans le secteur. Donc là, elle me dit 3000 du mètre. Tout à rénover. Elle fait 123 mètres carrés. Possibilité de surélévation. Je lui dis écoutez, pas de souci. Moi, je suis disponible demain. Dites-moi, je viens la visiter. Donc elle me dit attendez, il y a le diagnostiqueur qui doit venir. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je la rappelle le soir même parce qu'elle m'avait pas rappelé, parce que le diag n'était pas passé. Elle me fait oui, oui, je vous ai pas rappelé parce que j'avais pas encore les clés, mais demain je les ai. Je fais ok, pas de souci, demain à 8h je suis sur place. Donc samedi matin à 8h j'étais sur place. Et moi j'avais tout préparé en amont en fait. Elle m'avait donné donc le prix d'achat de la maison. Et du coup j'avais fait ce qu'on vous explique avec Mathieu. Donc j'ai pris la superficie, j'ai pris un nombre de mètres carrés en termes de rénovation, j'ai fait tous mes calculs. Franchement, même en prenant 1500 euros du mètre, j'étais hyper rentable, j'avais une grosse marge. Donc là, j'avais préparé mon offre, j'avais tout préparé. Moi, j'avais tout préparé, c'est ce que je disais à Mathieu. Arrivé sur place, en fait, je suis sorti de la visite, j'ai fini la visite, j'ai dit écoutez, moi, je vous l'achète. Et j'ai envoyé l'offre de suite, en fait. L'offre était déjà prête, le document de ma banque était déjà prêt, il y a tout qui était prêt, donc j'ai tout envoyé de suite. Et du coup, la maison, personne ne l'a vue. Personne ne l'a vue, mis à part moi, parce que j'étais directement dessus, en fait. Faut savoir que Jérôme, c'est un gros énervé parce que je crois qu'on était. T'as visité quoi samedi matin? C'était vendredi soir. Moi, je sortais de mon 4e resto depuis le premier jour où j'étais arrivé en Andorre. Et je sais pas, à 23h30 minutes, ils m'ont envoyé des photos de l'offre que tu étais en train de rédiger et tout. Donc le gars est vénère. Et enfin, la conclusion, c'est que franchement, à force de visiter, il y a pas de recette miracle. Il y a vraiment pas de recette miracle, à moins d'être dans le bled le plus paumé du monde où il y a personne. Et tu peux tout acheter, mais dans ces cas-là, il faut te poser la question de te dire, mais attends, pourquoi personne n'achète là? Il y a peut-être quelque chose. Mais toi, visiblement, Yann, tu es dans une zone hyper prisée. Et si tout part directement au prix, c'est bon, soit tu as des mecs qui achètent leur résidence principale et qui n'ont pas conscience des prix, soit tu as aussi une armée de marchands de biens qui savent que sur chaque truc qu'ils vont acheter, ils vont dégager 15, 20, 30% de marge. Tout à fait. Donc c'est normal que ça parte au prix. Et d'ailleurs, peut-être que ça part pas au prix, sauf qu'ils achètent avec une bonne négo et pas de conditions suspensives. Ou peut-être que ça part au prix parce que les gens qui visitent ont vu quelque chose que tu n'as pas vu.
Enfin, je dénigre pas du tout, mais peut-être qu'ils se sont dit, je peux faire une division, je peux faire une surélévation, peut-être que je peux détacher un terrain, ou si j'exploite de telle manière en LCD à thème, ça marche hyper fort. Mais souvent, quand ça part direct au prix, c'est que bon, il y a soit plein de gens qui veulent habiter là, mais souvent les gens qui veulent habiter là, ils sont un peu plus posés que les marchands, que les professionnels, c'est-à-dire qu'ils font pas shooter une offre dans la minute, bon, sauf si ça fait des mois qu'ils cherchent une maison et qu'ils ont un peu d'expérience. Mais tu dois aussi être confronté à une armée de marchands de biens, parce que l'avantage quand tu es dans une zone à 5 000 € du mètre carré, c'est que c'est facile, si tu achètes un peu moins cher, de faire des travaux, de revendre cher. Là où je suis, ça vaut 1 500, 2 000 € du mètre carré. Ben, si tu fais 1 000 € du mètre carré déjà en travaux, bon, ben, il n'y a plus grand-chose de rentable. Enfin, c'est pour ça que c'est important de connaître ton secteur, d'une part, connaître le prix de ton secteur, savoir à peu près à combien tu vas le revendre, tu peux le revendre, combien tu vas avoir de travaux et être réactif en fait. Parce que là, tu as l'exemple typique, la maison que j'ai visitée, personne ne l'a vue, elle est passée sur le bon coin parce qu'ils l'ont mise quand même le soir. Elle est restée 2 heures sur le bon coin, ils l'ont enlevée de suite parce que je l'avais visitée en off en fait et qu'il n'y avait aucun intérêt. Mais l'idée, c'est être réactif. Et après, comme disait Mathieu, c'est vraiment voir le potentiel d'un bien immobilier parce qu'il y a des biens, par exemple, ça vaut 5 000 € du mètre, c'est le prix du secteur, mais il faut voir le potentiel que le bien a. Peut-être que tu vas pouvoir le surélever, donc tu vas créer de la superficie supplémentaire. Donc ça veut dire une surélévation, pareil, tu comptes entre 2000 et 2005 pour être large en termes de prix. Si tu es dans un secteur à 5 000, 6 000 du mètre, tu fais le calcul, tu es à 2 à 3 000 € de delta par mètre carré. Donc voilà, vraiment ce genre de choses. Pareil, créer une pièce supplémentaire dans un appartement. C'est là où tu prends de l'expérience et que tu te rends compte qu'un bien immobilier, tu as une personne lambda qui va visiter, va se dire, OK, bon, moi, c'est pas intéressant, c'est au prix du marché, ça m'intéresse pas. Et peut-être que la personne d'après qui va visiter va se dire, ben non, en fait, je peux diviser ce parti-là, je peux créer une chambre supplémentaire, ça va me rajouter de la plus-value sur le bien immobilier. Donc, continue en tout cas à visiter, continue de visiter et continue à analyser surtout ton secteur et la demande vraiment de ton secteur. Peut-être que les gens cherchent plus des T3 ou des T2, je ne sais pas, faut voir. Et ça te permet de pouvoir être plus réactif quand un bien sort ou tu l'as en off-market. Ouais, mais en tout cas, lâche pas le morceau. Et tu demandes à quel moment on switch de stratégie. Bah écoute, malheureusement, il n'y a pas trop d'autres stratégies que de bouffer de la visite et enfin ouais, de bouffer de la visite quoi, et d'avoir après du réseau. Mais à force de faire des visites, tu vas te faire du réseau et plus tu as du réseau, plus les affaires vont arriver et plus tu vas avoir l'occasion de les prendre. Mais si tu es dans un secteur très recherché, ça va être compliqué mais faisable. Mais il y en a plein qui Ouais, arrivent. c'est faisable, il y en a plein. Parce qu'en fait, la plupart des gros marchands, moi je le vois en tout cas sur mon secteur à Bordeaux, la plupart des gros marchands, ils font pas de travaux. Ils font surtout de la division. Ils s'embêtent pas avec les travaux parce qu'une fois qu'ils ont de l'argent, ils achètent cash, ils divisent, ils revendent. Et les marchands qui font des travaux comme nous on peut faire, il y en a un peu moins, donc il y a un peu moins de concurrence à ce niveau-là. Après, la concurrence qu'il peut éventuellement avoir, c'est les gens qui achètent pour leur résidence principale. Ouais, ceux-là, c'est Mais, les concurrences qui pèsent lourd parce qu'ils achètent au sentiment et il y a moins de notion de chiffres. Et du coup, exactement. ils peuvent acheter des trucs trop chers juste parce Exactement. qu'ils ont envie de cette maison-là. Tout à fait. Bah, je pense qu'on a bien fait le tour de cette question. Et il y a juste un autre commentaire qui est beaucoup plus court sur une autre vidéo. C'est Mathieu Arabéré. Bon, je sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais ouais. Qui nous dit Ah ben salut oui, les il est gars. avec moi au BTS. Ah bah J'ai voilà. j'ai bu Il un nous café dit avec lui vendredi. ah bah nickel. Il nous dit salut les gars, vraiment top ces petits podcasts qui remplacent maintenant les infos à la radio sur la route. Eh bah écoute, super. Ça fait plaisir parce que de toute façon les infos faut essayer d'imiter quoi, hein. Surtout en ce moment, C'est c'est pas ce c'est qui pour met de bonne humeur le matin. écouter toutes les conneries qu'il y a à la télé. Vaut mieux écouter des petits podcasts, nous ou quelqu'un d'autre. Hein, voilà, je vais pas. On partage des informations, mais il y a peut-être des informations plus intéressantes ailleurs, je sais pas. Mais Surtout nous, si t'as que 30 minutes de trajet, ce qui est chiant avec nous, c'est que t'as pas fini l'intro et t'es déjà arrivé quoi donc ouais, tu vois, il y a peut-être que tu vas un pas peu bien vite, mais en tourné. tout cas, tu bien raison de ne pas écouter les infos ou Yes, mais en tout d'écouter. cas, c'est chouette. Merci à vous tous, en tout cas, de nous mettre des petits commentaires, des petits likes. N'hésitez pas à partager. Enfin, ça nous aide, en fait. Ça nous motive et ça nous aide à Mathieu et moi parce que au moins, on se rend compte que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et ça va aider les gens, tout simplement. Et que si on voit qu'il n'y a pas de retour, c'est un peu compliqué pour nous. Mais bon, là, c'est qu'on a un peu de retour, donc c'est chouette. Ouais, ça fait plaisir parce que je reçois enfin toi aussi, on reçoit des messages de potes qui écoutent, il y a des pros des podcasts et des mecs qui font ça pas mal, qui disent qu'ils trouvent ça bien, donc ça fait vraiment plaisir. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des questions, des likes, vous abonner à la chaîne YouTube ou sur les chaînes de podcast Deezer, Apple. Et non, on n'a que Deezer, Apple, j'ai un doute. Et Spotify, Apple, ouais, pardon.
entre autres. Ça nous fait bien plaisir, en tout cas. Super. Bon, je pense qu'on a terminé pour cette petite introduction. Il nous reste 10 minutes encore d'intro pour tenir les 30 minutes. Non, mais je pense qu'on va pouvoir parler du premier sujet, c'est la négociation au moment de l'achat. La négociation d'un bien immobilier. Comment négocier, comment ça se passe, les choses à pas faire. Bon, après, comme je te disais tout à l'heure, moi j'aime moins. C'est un truc où je suis moins à l'aise, la négociation. Je sais pas, je sais que j'ai des potes qui négocient tout, c'est-à-dire qu'il achète une paire de chaussures sur internet, il envoie un mail pour essayer d'avoir une ristourne, et ben en fait, il se trouve qu'il les a régulièrement. Moi, je suis plutôt du genre à me dire je veux pas déranger, tu vois, j'ai du mal à négocier. Je me suis un peu fait violence là-dessus sur les achats immobiliers, mais je suis pas un fin négociateur, quoi. Après, je pense que ça vient de mon éducation, hein. Mon père, c'est pas un gros négociateur non plus. Et il y en a où, tu sais, il y a des gens, c'est naturellement dans leur gène, quoi. Ils négocient tout et Moi, je suis plus comme ça, par contre. Ouais. Moi, tu vas au resto avec moi, il y a moyen que tu aies un digestif offert ou un café offert, un truc comme ça. Tu vois. Il y a des grandes alors chances moi que ça aussi, se mais c'est parce que j'ai été très gentil. Ah ouais, on avait un jeu, quand on prenait pas mal d'avions avec mon père avant. Et le jeu, c'était en fait, on a un défi, c'est de se faire offrir le champagne. Quand t'es pas en business ou en première classe, c'est de se faire offrir le champagne. Et c'est vrai qu'on y arrive assez régulièrement. Tu vois que tu arrives à C'est marrant. négocier. Mais C'est juste bien, en ça. étant sympa. Ah non, le meilleur truc qu'on ait fait, c'était avec un pote. On a fait un mois à Hawaï, on est rentré. Et t'as genre 16 ou 17 heures d'avion. Et je sais plus comment, à force de discuter avec l'hôtesse, on a eu les repas de la première classe servis en queue d'appareil. Tu sais, la classe couscous là au fond. On a eu les repas première classe, champagne et tout, c'était cool. Apporter, c'est marrant parce que tu sais, ils te les apportent sous un petit voile. Ça, c'est le petit défi en avion à chaque fois. C'est chouette. Ça permet de s'entraîner. Il y en a beaucoup qui font ça avec leurs enfants. Je connais quelqu'un de la technique de négociation pour apprendre à son enfant à négocier ou on va dire, à partir un peu dans l'entrepreneuriat, la négociation. Au lieu de lui donner de l'argent de poche, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui donnait des outils ou lui donnait des choses qu'il avait et il lui disait, écoute, tu vas le vendre. Tu vas le vendre toi-même, va le vendre à quelqu'un et c'est ça qui va permettre de te faire de l'argent de poche par la suite. Et apparemment, c'est un Ah, c'est exo pas qui est... bête, ça. Ouais, c'est hyper chouette. En fait, tu lui donnais vraiment de l'argent directement en main propre. Il donnait des choses à vendre, des objets, des outils, des choses. Et c'est son enfant qui devait faire la démarche d'aller vendre cet outil ou cet objet. Et du coup, ça lui permettait de pouvoir rentrer directement dans l'activité et se comprendre et avoir la valeur de l'argent surtout. Et au moins, il voyait comment on arrivait à obtenir de l'argent et il comprenait la valeur de cet argent qu'il avait gagné grâce à cette vente. Ah, c'est une bonne éducation, ça c'est cool. Ouais, c'est très bien, j'ai trouvé ça très intéressant comme façon de faire. Je ferai peut-être ça avec mes enfants. Tiens, je lui donnerai Ouais, voilà. un petit stylo. Vends-moi ce stylo. Bon, en tout cas, pour La négociation, l'immobilier, la ouais, je négociation veux dans dire, l'immobilier, c'est toujours délicat parce qu'il y a comme tu disais, Mathieu, il y a des gens qui osent et il y a des gens qui n'osent pas. Mais la première chose, je pense, tu me diras, toi, comment tu fonctionnes à ce sujet-là. Mais moi, en fait, ça dépend aussi des questions par rapport aux questions qu'on va poser à l'agent immobilier ou à la personne qui vend. En fait, en fonction de ça, vous allez avoir une idée sur la marge de négociation qui est éventuellement envisageable ou possible sur le bien immobilier. Je m'explique si vous visitez un bien immobilier, vous demandez quelle est la raison de la vente, pourquoi les personnes vendent ce bien immobilier. Si on vous dit, bah, écoutez, ils sont en train de divorcer, ils ont besoin d'argent, il faut absolument qu'ils remboursent un prêt relais, tout ça, vous savez très bien qu'il y a sûrement une marge de négociation parce qu'ils sont pressés. Et le fait d'être pressé dans l'immobilier, un vendeur qui est pressé, c'est un vendeur qui a c'est besoin jamais bon. d'argent. Ouais, Il faut c'est ça. jamais être pressé. Il faut jamais être pressé parce qu'un vendeur qui est pressé, c'est un vendeur qui a besoin d'argent et c'est un vendeur qui a besoin de vous. Donc ça veut dire que il y a de fortes chances qu'il y ait une marge de négociation. Donc la négociation en elle-même ne va pas être très compliquée. Après, il suffit juste de faire une proposition un peu basse, de l'argumenter par plusieurs façons, soit par le prix du marché, soit par le prix des travaux qui a engendré dessus. Mais ça peut être un premier point. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, de ce côté-là, Mathieu. Ouais, si, c'est un très bon point. Moi, je veux dire, ma meilleure stratégie de négociation qui est ultra basique, ça se passe qu'avec les agents immobiliers. C'est de instantanément, pendant la visite, une fois qu'on a sympathisé, de demander bon, alors à combien est-ce qu'ils vendent? Et en général, en posant cette question-là, tu as gagné 10, 15, 20 ou 30 000 balles direct. C'est-à-dire que c'est à Exactement. 300 000 et ils disent ah ouais, mais je sais, l'agent il te dit à 270, ça part. Parce que souvent, l'agent en fait demande à ses clients. Bon, Ils parfois, demandent tu direct, as. ils demandent leur plafond ou Parfois, alors ouais, il y a t'as l'autre sens aussi. Ouais. non, c'est ça. Parfois, Ou ils te alors disent l'agent bah, c'est pas 1 euro. Bon,
Ouais, ouais, mais là, tu es sûr que là, ça va être compliqué de négocier. Tu es sûr que là, Ouais. au moins, le bien, si tu l'achètes pas. Et ensuite, le deuxième truc que je fais maintenant, que j'étais incapable de faire au début, c'est que j'ai un détachement émotionnel total de ce que je visite. C'est-à-dire qu'au début, je voyais un appartement, c'était une bonne affaire. Tu sais, ça me prenait aux tripes, il fallait absolument que je l'aie. Peu importe ce qui se passe, il me le fallait parce que c'était une bonne affaire et que si et que ça et que si ça me passait sous le nez, c'était dramatique. Aujourd'hui, je sais qu'il y en a partout. Bon, évidemment, ça se trouve pas sous un tapis, mais il y en a. C'est pas compliqué d'en trouver. On peut en trouver toutes les semaines, enfin, tous les mois si on veut. Et du coup, quand je fais une offre, enfin, en fait, je visite et je me dis, bon, bah, mon prix pour que ça tourne, c'est celui-ci. Je sais pas, il en veut 300, ben moi, en fait, à 250, ça tourne, au-dessus, ça tourne pas. Et donc, je vais faire mon offre en fonction de ça. Et déjà, émotionnellement, je suis totalement détaché. C'est-à-dire que s'il refuse, je lui dis, mais moi, il n'y a aucun problème, des immeubles, il y en a partout, je vais aller voir ailleurs. Bien sûr. Et en fait, l'agent immobilier ou le vendeur, on va le sentir quand tu es là, tu dis, ah non, mais si ça passe pas, moi, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Déjà, ils se disent, ah mince, tu vois, c'est pas forcément du flan. Bon, c'est peut-être moi qui imagine, mais là où je veux en venir, c'est que si tu es détaché émotionnellement de ce que tu visites, déjà, ça va t'empêcher de faire une connerie. Moi, Bien je pars sûr. du principe que si à 260 000, ça tourne pas, je vais pas l'acheter à 260 000 en me disant, bon, j'ai quand même négocié 40 000, c'est pas mal, ça aurait été à 250, c'était bien, mais 260, c'est pas bien. Non, c'est 250, c'est 250, y a pas, c'est pas plus. Et après, je vais être capable de l'étayer, je vais dire au gars, non, mais regardez, ok, c'est 250, pourquoi? Parce qu'il y a 50 000 euros de travaux, parce qu'en effet, la toiture, elle est. Enfin, je dis ça, il faut surtout pas. C'est plutôt avec l'agent immobilier que je vais le dire comme ça, parce que je pars du principe qu'il faut pas dénigrer le bien qu'on visite. Ça se trouve, on visite le bien où le mec il a passé tous ses enfants, enfin toutes ses vacances depuis qu'il est gamin chez sa grand-mère, et c'est la maison qu'il aurait adoré garder. Donc si tu commences à lui dire, mais la maison elle est moisie, il y a des champignons et tout, bon, tu peux le braquer. Ça, Mais c'est si tu es avec un un point, agent il faut immobilier, c'est différent. ah oui. Ça, c'est un point, il faut faire vachement attention. J'en ai discuté pas mal avec pas mal d'investisseurs. C'est que quand tu visites un bien, que les vendeurs sont sur place, s'ils ont un attachement à ce bien immobilier, surtout, ne dites pas, ah ouais, là, je vais casser ça, je vais casser ça, je vais casser Non, non, ça, c'est je vais ça, ouais. enlever ça, je vais enlever ça. Voilà, là, vous allez, la pauvre petite mamie, vous allez la Ouais, tuer. tu peux plutôt lui dire. Après, il faut pas. L'idée, c'est pas de mentir, mais tu peux lui dire, bah, avec ma copine, on cherche une maison. Qu'est-ce qu'on serait bien ici? Bon, je suis pas partisan de mentir. Je suis toujours assez honnête sur ce que je fais. Ben, en même temps, quand tu visites un immeuble de 8 appartements, si tu veux, tu vas pas lui dire que tu vas être hyper bien avec ta copine. Mais si tu visites une petite maison, tu peux aussi romancer un peu, sans être un truand. Mais tu dis, ah, avec ma copine, on serait bien ici. Le jardin est magnifique. Qu'est-ce que vous avez dû passer des bons moments dans cet endroit? C'est beau. Puis au bout d'un moment, tu dis, mais bon, moi, mon budget, c'est 250 et c'est pas 300 parce que si, parce que ça. Mais il faut en aucun cas défoncer la baraque, quoi. Non, non, non. Ça, Ah, la c'est. cuisine, elle est moche. Et elle dit, ah oui, c'est mon mari qui l'a posée en 1980, il est mort, il me manque. Ah merde. C'est ça, Ah, exactement. Là, tu dis, bon, juste, c'est bon, elle a deux offres au même prix, tu sais que t'es foutu. C'est pas toi qui ouais, c'est prendra. ça. C'est pour ça. Ça dépend de la personne qu'on a en face. Après, en l'occurrence, si on n'a que l'agent immobilier qui n'a pas les vendeurs, il y en a qui utilisent cette technique-là de négociation. Ils arrivent, ils décrédibilisent totalement le bien immobilier. Bon, là, il faut refaire ça, il faut refaire la toiture. Là, il y a des fissures, il faut renforcer, pas renforcer. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte pour la négociation d'un bien. Et il y a une autre chose aussi qui est bien aussi par rapport aussi pour compléter un peu ce qu'a dit Mathieu précédemment, c'est que si par exemple vous voulez le bien à 260, moi en général ce que je fais c'est que la première offre, je l'offre pas à 260 parce que gardez-vous une marge. En gros, dites-vous ok, moi mon plafond maximum ça sera 260, mais faites une offre plus basse parce que dans une offre, on peut toujours remonter une offre, mais on pourra difficilement redescendre une offre. C'est très très compliqué en termes de Ouais, c'est plus crédibilité. compliqué dans ce sens-là. Ouais. Exactement, de remonter une offre, de rebaisser une offre, pardon. Par contre, remonter une offre, c'est toujours possible. Donc, tu veux un bien à 260 maximum, tu peux très bien proposer 240, et puis on verra ce qu'ils te proposent. Peut-être qu'ils vont te dire oui. Dans ces cas-là, tu auras gagné 20 000 euros de plus. Mais si elle te dit non, tu sais très bien que toi, dans ta tête, tu peux augmenter jusqu'à 260 000. Ouais, Donc ça, c'est vraiment exactement. des choses à prendre en compte pendant la négociation et surtout voir la Mais concurrence qui ouais. n'est pas négociable. C'est jamais évident la négociation parce qu'en fonction de la personne que tu as en face de toi, ça peut être totalement différent. Mais je trouve que la négociation est plus simple avec l'agent immobilier. Bon, l'agent immobilier de qualité, hein, le mec qui est juste là pour porter les clés et qui sait même pas comment ouvrir la maison, lui, il comprendra rien. Mais quand tu as un bon agent immobilier, il va comprendre tes arguments. Tu vas lui dire, bah regardez, voilà, ici, bah, le DPE, on est en, on est en Z, il faut tout refaire, isolation. Bon, ben, on m'avait pas parlé de ça, mais j'ai estimé les travaux. Il y en a pour 50 000 balles, rien que pour, je sais pas, les pompes à chaleur, le chauffage, l'isolation. Donc, bah, forcément, ça vient baisser mon prix. Et puis,
Enfin, en fait, l'agent, il va être capable d'aller défendre l'offre. L'agent de qualité, hein. Le mauvais agent, il sera mauvais agent dans tout ce qu'il fait, mais un bon agent, il va être capable de défendre l'offre. Et il va être capable aussi de dire, oui, mais c'est quelqu'un qui est super sérieux. Alors certes, c'est moins cher. Par contre, vous avez l'assurance que lui, il va être capable d'acheter, que c'est un professionnel, on le connaît bien, ça va bien se passer. Et ça peut jouer. Et d'ailleurs, dans la négociation, enfin, ça va venir aussi avec l'offre d'achat, mais il y a plusieurs choses que je veux dire. Mais il y a un truc, c'est pour négocier, quand on a beaucoup de cash, il y a l'offre sans condition suspensive de financement. Alors attention, si tu débutes et que tu te dis waouh, Mathieu, il a dit ça, c'est trop bien. Je fais une offre sans condition suspensive, je vais renégocier. Enfin, je vais chercher un crédit après, je suis sûr de l'avoir. Il faut pas faire ça si tu n'es pas sûr de pouvoir acheter la baraque à 400 000 balles avec ton argent. Parce que arrivé au bout de la signature, tu vas devoir l'acheter. Enfin, au bout de la promesse, tu vas devoir l'acheter. Donc c'est quand même chaud. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai vu ce week-end 3 ou 4 messages sur des groupes immobiliers de gens qui disent ben, j'ai fait une offre sans condition suspensive et le banquier m'avait dit que ça allait passer. Et ben en fait, le banquier ne me suit pas. Je dois acheter dans 25 jours. Si j'achète pas, je perds 50 000 euros, je dois payer, mais j'ai pas l'argent pour acheter. Comment je fais? Déjà, tu as envie de lui dire ben, je suis désolé, mais t'es pas con, mais enfin, si, t'es débile, quoi. Il fallait le prévoir avant. Il faut faire attention à cet engagement, parce qu'un engagement d'une signature sans condition suspensive, à partir du moment où vous avez signé le compromis, que les 14 jours. C'est signé, quoi. T'achètes. C'est signé, ça veut dire que tu es engagé, que tu peux pas sortir de la vente. La seule solution de sortir de la vente, c'est de perdre ton dépôt de séquestre, en fait. Ouais, qui est, entre 5 et 10%, et souvent Ouais. 10% d'ailleurs. Et 400 000 balles, tu as lâché 40 000 euros pour rien. C'est de l'argent Ouais. purement perdu et ça fait mal au cul, hein. C'est de l'argent perdu, donc c'est pour ça, faites attention. Moi, je dis de toute façon, c'est clairement pas du tout la solution pour les gens qui débutent de partir sans condition suspensive, ça c'est sûr et certain. Non. N'y allez Mais pas par contre, pour quelqu'un qui a un peu de moyens, ça peut être une bonne option. Ouais, ça peut être un argument de négociation, ça c'est sûr, parce que si tu as une personne qui achète, imaginons un bien à 250 000, tu as une personne en face de toi qui dit moi je l'achète à 250 000, mais je fais un crédit sur 25 ans, j'ai que 10 000 euros d'apport, mais tu as un marchand ou une autre personne, pas qu'un marchand, un acquéreur lambda, un particulier, qui achète, qui dit moi je vous le prends à 240 mais je paye cash, je pense que le choix, il est vite fait par les vendeurs. Ils vont pas prendre le Oui, risque, moi je choisis direct le mec qui achète cash sans aucun problème. bien évidemment. Par contre, Donc, voilà, il faut bien être conscient que si on doit acheter, enfin, soit on sera forcé d'acheter, quoi. Qu'on ait trouvé, parce que il y a aussi une confusion. Quand on fait une offre sans condition suspensive de financement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un financement. On a en général 1 ou 2 mois le temps que la DIA se fasse. La DIA, c'est la déclaration d'intention d'aliéner. C'est en gros, est-ce que la mairie veut préempter le bâtiment ou pas. Mais sur ces délais légaux, puis après, il faut que les notaires ils trouvent des rendez-vous, parce que les notaires, c'est toujours un peu long. Donc, tu as 1 ou 2 mois qui se passent entre le moment où tu as fait ton offre et le moment où tu vas signer, voire 3 ou 4 mois si tu as mis d'autres conditions. Tu peux toujours trouver un financement, même si tu n'as pas mis de conditions de financement. Mais oui, c'est ce que je voulais dire surtout, c'est quand le banquier t'a dit « Mais bien sûr, monsieur Berger, on vous suivra sur 250 000 euros quand vous aurez un projet ». Il ne faut pas le croire. Ouais, c'est ça. C'est de la flûte. C'est-à-dire que c'est de la flûte totale tant que tu n'as pas les offres de prêt signées de la banque. Tout ce qu'il dit, ça vaut rien. Bon, après, il y a des banquiers honnêtes, mais souvent, ça arrive hyper souvent. Bien sûr, on vous suit, pas de problème. Tu arrives, ça y est, j'ai un dossier. Ah ouais, mais en fait, j'avais pas pensé à demander au comité d'engagement de machin, de Tartampion. En fait, on vous suivra pas, ça va pas être possible. Les 3 messages que j'ai vus là sur les groupes, c'était ça. Ah mon banquier a dit qu'il suivait, mais maintenant que j'ai un dossier, il suit pas. Ah ouais, tiens. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, ils se rassurent par l'intermédiaire d'un accord de principe d'une banque, mais sachez qu'un accord de principe engage aucunement une banque. Ça n'a aucune valeur, un accord de principe. J'ai encore une agence qui m'a tanné pour avoir un accord de principe, une simulation de prêt. Et clairement, je leur ai dit, écoutez, vous me demandez beaucoup trop de choses, sachez que ça n'a aucune importance et ça n'a aucune valeur, ça ne sert à rien. Et en fait, ils font ça juste pour rassurer le vendeur, pour montrer au vendeur qu'ils ont étudié le profil de l'acquéreur. En fait, c'est juste ça, parce qu'ils savent très bien que ça n'a aucune valeur. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça n'a aucune valeur. Un accord de principe d'une banque, vous voyez tout en bas, il y a écrit en bas que ce document n'est pas un document engagé par la banque. Pas contractuel. Pas contractuel. Comme sur les pubs, les images non contractuelles, c'est exactement ça. Exactement. Ça peut donner une petite idée, une petite aperçu. Ok, éventuellement, on pourrait vous suivre. Déjà, ça ne veut pas dire non de suite, c'est déjà une bonne chose. Ça ouvre une petite porte, mais c'est pas un oui catégorique, un oui définitif. Sachez-le. Ouais. Un accord de principe, ce n'est pas fini. Ouais. Non, mais c'est clair, faut faire gaffe, ça arrive trop souvent. Et moi, je l'ai vécu sur mes financements. Ouais, bien sûr, on vous suit. Puis, non, maintenant que vous avez un projet, on vous suit pas. Ouais, faut arrêter.
On va bien te faire enfoirer. Enfin, bon. J'ai eu ça, moi, j'avais eu ça avec Crédit Agricole, ça... qui m'avait fait la même chose. Donc voilà, n'hésitez pas à négocier un bien immobilier, n'hésitez pas à faire baisser, à argumenter par l'intermédiaire des travaux, à argumenter par l'intermédiaire de votre situation financière. Même, voilà, moi, quand j'achète un bien immobilier, ça m'arrive de venir avec une lettre directement de mon banquier, ça m'arrive très souvent même, en disant, pour rassurer, même si ça veut rien dire, même on sait très bien que ça veut rien dire, mais pour eux, d'avoir une offre écrite plus un document d'une banque, ils se disent, OK, lui, il est engagé, lui, il est sérieux, lui, il fait les démarches. Ça peut vous aider à négocier un bien immobilier versus une personne. Lui, il est professionnel. Tout à fait. Donc voilà, c'est façon de... c'est important. Pour la négociation aussi, il ne faut pas non plus... Parce que moi, je dis que je ne suis pas un négociateur né, mais il y en a, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'ils n'achètent rien qui n'est pas négocié. J'ai un pote comme ça, notamment. Si c'est pas négocié, il n'achète pas. Sauf que parfois, la bonne affaire, elle est là. C'est une bonne affaire déjà au prix. Il ne faut pas non plus s'acharner à négocier pour se dire non, mais moi, j'achète que à 10,5% de rendement. Là, il y a 10,1 ou il y a que 9,8. J'achèterai pas à ce prix-là. Sauf que il y a des mecs qui ratent des bonnes affaires parce qu'ils veulent absolument négocier et qu'en fait, c'était déjà une bonne affaire. Donc, il vaut mieux. Enfin, non, il y a deux dictons, quoi. Il vaut mieux rater une mauvaise, enfin, il vaut mieux rater une bonne affaire que de faire une mauvaise. C'est l'inverse de ce que je dis du coup. Mais aussi, parfois, il vaut mieux acheter un truc au prix que de se forcer à négocier, quoi. Il y a pas. Il y a des biens au prix qui sont intéressants. Il y a des biens au prix qui sont très intéressants. Si le bien il est en dessous du prix des marchés ou alors il a une valeur, vous pouvez rajouter de la valeur à ce bien, achetez-le au prix. Il n'y a pas de raison. On peut très bien acheter des biens en tant que marchand ou en tant que particulier au prix et rajouter de la valeur et le bien, à la fin, vous faites une belle marge. C'est ce qu'on fait en promotion, on achète plus cher que le marché. Bah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, en fait, on achète systématiquement. Les gens, ils auraient vendu, là, j'étudie un truc sur la côte. Je pense que leur maison, elle vaut 700 ou 800 000 euros. Et on va leur faire une offre à 1 50 000. Bon, après, quand les promoteurs arrivent, tout le monde se dit ouah, si un promoteur arrive, ça en vaut 15 millions. Ouais, en fait, non. Mais tu as l'effet inverse. Et on préfère surpayer une maison pour pouvoir faire l'affaire que de la rater, quoi. Bien sûr. Moi, j'avais l'exemple. Et après, sur les autres techniques de négociation moins catholiques, mais ça n'empêche pas d'en parler. Enfin, on m'avait dit un jour, un agent immobilier m'avait dit un jour, le pire truc qui m'arrive, c'est quand les gens font une offre d'achat FAI, c'est-à-dire frais d'agence inclus. Parce qu'ils négocient, et en général, quand l'agent va présenter l'offre à son client, il va se sentir un peu obligé de se dire bon, ils ont négocié plus le prix que ce que je vous ai évalué votre maison à 300 000, ils font une offre à 280, je vous propose de baisser, et pour que ça passe, l'agent baisse aussi sa commission. Parce que sa commission est comprise dans le prix FAI. Alors que si tu fais une offre net vendeur, en fait, ça impacte que le vendeur. Lui, l'agent immobilier, il achète. Donc on m'avait dit, fais des offres FAI, en tant qu'agent, c'est très chiant, mais ça permet de gratter un peu. Après, si ton agent, tu t'entends hyper bien avec lui et qu'il t'apporte des affaires, faut pas non plus se braquer. Non. Et une autre technique qui est pas super sympa, mais qui marche, c'est de faire appeler les vendeurs par un copain. Si c'est un très bon copain, il va même visiter. Et qui fasse une offre, moi je veux acheter à 260, lui il va faire une offre massacrée à 210 en pulvérisant le truc, en disant non mais moi ça coûte ça, enfin je suis sûr ça vaut ça, et comme ça le vendeur il va se dire waouh, j'ai une à 210, une à 260, finalement 260 c'est pas mal. T'arrives tel le roi en fait. J'ai déjà fait avec un pote sur Bordeaux ça. Il cherchait un bien et en fait c'est moi qui suis arrivé, c'est moi qui ai fait le gars qui saccageait le bien immobilier, qui a proposé 50 000 euros de moins que son offre, et lui il est arrivé après, tel une fleur. Et il a proposé 260 alors que le bien était affiché peut-être à 300, tu vois. Et là, le gars, il se dit en fait, la deuxième offre est peut-être pas si dégueulasse que ça. Finalement. On va peut-être la regarder. Et oui, ça, il y en a pas mal qui le font, ça. C'est sûr. Ouais. Bon, on peut débattre du côté éthique ou pas, mais ça peut permettre de débloquer des situations. Voilà, on vous dit tout. Ça marche. Et pas tout le temps, mais vous pouvez le faire une fois de temps en temps, histoire de se rendre compte de choses. Moi, on a eu le cas il n'y a pas longtemps avec Mathieu. J'ai demandé à Mathieu d'appeler un vendeur. Parce que le vendeur. Pour savoir si ce qu'il racontait était vrai ou pas. Parce que le vendeur, il me disait des choses. Pour moi, il me disait littéralement que de la merde. Donc, Mathieu l'a appelé et voir si c'était vraiment vendu. Et du coup, il m'a dit pareil. Ouais, il a dit pareil. Mais apparemment, il n'y a pas vraiment d'offre, parce qu'il est revenu vers moi sans me dire. Alors ça c'est génial. Ouais non mais de toute façon le vendeur, ouais non mais on a plein de gens qui regardent OT 3 semaines après quand il renvoie un SMS. Mais vous êtes toujours intéressé ou pas par la maison? Voilà, en général c'est jackpot, c'est gagné. Il y a personne qui s'y intéresse parce que c'est trop cher.
C'est ça, le gars, il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Oui, alors, l'agence me met la pression pour signer le compromis à 250 000, mais si vous voulez, je vous le vends à 245. Bah, pourquoi tu veux me le vendre à 245 si tu signes un compromis à 250 avec l'agence, en fait? Ouais, C'est pas très, c'est pas très logique, leur façon de faire. Mais bon, bref, on s'éparpille un petit peu. Et juste Voilà. concernant la négociation, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Comment couper la poire en deux, qui est écrit par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais c'est un bon bouquin de négo. Et c'est intéressant, il y a des bons principes. Je vous conseille de le lire. C'est Comment couper la poire en deux. C'est pas Il ne faut que. jamais couper la parole plutôt? Ah, ne jamais, oui, ouais, ne jamais couper la poire en deux, pardon. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est bien parce que Et justement, ouais, c'était plutôt pas mal écrit, ouais. c'est une règle justement, comme on l'avait toujours dit, il faut jamais couper la poire en deux. Ouais, c'est ça, c'est ne jamais couper la poire en deux. Un manuel redoutable pour négocier et gagner par un négociateur du SB. Comment il s'appelle? Di. C'est l'auteur Chris Voss. Chris Voss. Chris Prolls. Ça dit quelque chose? Bah oui, c'est non, mais c'est ça. Bah, je me souviens l'avoir lu, mais ça fait un moment. On a beaucoup parlé de celui-là, je l'ai pas lu, mais on en a parlé. Et justement, il explique parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, ils font une offre à 230, l'autre fait une offre à 200, ben ils disent OK, on casse la poire en deux, on fait à 215. Théoriquement, beaucoup le font, mais il faudrait éviter de faire ce genre de choses dans la C'est négociation. ça. Et Euh, du coup, en parlant de négociation, faut qu'on parle des offres d'achat. ouais, Comment on fait une offre d'achat et comment est-ce qu'on est engagé, quels sont les risques? c'est ce qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui se braquent ou qui ont peur des offres d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je parle en tant qu'acquéreur. Lorsque vous faites une offre d'achat, ça vous engage en rien du tout. Une offre d'achat, ça vous engage pas. Vous pouvez faire une offre Alors, sur en tant que 10. particulier. Ouais, en tant que particulier, tout à En fait. tant que Ouais. professionnel, c'est pas pareil, hein. Mmh. Tout à fait. Oui, oui, je parlais parce que là, je parle la plupart des gens, c'est des particuliers, mais oui, tout à fait. Ouais. En Et par fait, une contre, offre d'achat en tant que particulier, en théorie, ça vous engage, sauf qu'en tant que particulier, au moment où vous signez le compromis ou la promesse de vente, vous avez 10 jours de délai de rétractation légal. Donc, vous pouvez vous rétracter une fois que la promesse est signée. C'est pour ça qu'on dit que ça vous engage pas tant que ça. Mais il n'y a pas ces 10 jours en société. oui, toi, tu parles pour une. Ouais, non, on parle pas de la même chose. Toi, moi, tu parles de la signature de la promesse d'achat. Non, non, je parle en fait, de l'offre. Si une société fait une offre, même par mail, elle peut. Alors, il faut que l'offre soit un peu détaillée, mais on a par exemple, on a un juriste chez nous qui m'a raconté qu'il a eu un cas d'un marchand de biens. Alors, c'était quoi? C'était non, plutôt des vendeurs qui ont accepté une offre par mail d'un marchand de biens et ils ont été forcés de vendre après une procédure juridique. Mmh. Et après, bon, si on dit des bêtises, vous nous reprendrez, mais il me semble que quand tu fais une offre qui est, en gros, tu as accord sur le prix et la chose, c'est-à-dire tu désignes le bien, tu mets un prix, tu mets qu'il y a pas de conditions, parce qu'il y a des mecs qui font ça, tu vois? En tant que professionnel, ben, une fois que le vendeur il t'a dit OK, ben, tu quoi. Parce que Ouais, tu es t'achètes, professionnel. t'es Ouais, et professionnel, inversement pour vendre d'ailleurs. Enfin, pour moi, j'avais cette notion pour le compromis, mais pas pour l'offre d'achat, tu vois. Donc, il faudra qu'on Ouais, il me refasse semble, le après point. on me reprendra, mais bon, en tant que particulier, dans tous les cas, quand tu signes ton compromis, tu as 10 jours de rétractation, donc tu On pas n'a très pas, engagé, quoi. qu'on n'a pas en tant que professionnel. C'est pour ça qu'il y en a pas mal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils signent leur compromis en particulier avec une clause de substitution et ensuite ils Ouais. substituent à leur société pour bénéficier des 10 jours de rétractation. Exactement. Mais en professionnel, tu les as pas. Et à partir du moment où tu signes un compromis, tu es engagé de suite. Pour ça, faites attention à ce que vous signez et dans quoi vous engagez parce que vous n'avez pas les jours de rétractation en tant que professionnel. Et Mmh. concernant l'offre, qu'est-ce que je voulais dire? Détailler au maximum l'offre. Il faut détailler au maximum l'offre, la ville, le secteur, la ville, l'adresse, le bien immobilier, la superficie. Qu'est-ce qu'on met d'autre sur l'offre pour préciser? Normalement, ouais, tu mets la date, donc signature, la personne qui va acheter. Et ensuite, non, et ensuite, je pense qu'on a fait le tour sur ce qu'on Après, détaille. prix et les conditions de principe, donc notamment conditions de financement. Si par exemple, vous avez visité avec un locataire, vous mettez que, vous voulez que le locataire soit plus là au moment de la enfin, toutes ces petites conditions-là. Ou s'il y a un doute sur une surface, que la surface soit recontrôlée, enfin bref, il faut préciser le plus possible. Moi, je pars du principe qu'une offre, on essaie de faire quelque chose de enfin, si on est avec un agent avec qui on a vraiment l'habitude, on peut lui balancer une offre par SMS, à la limite, on s'en fout un peu. Mais si c'est des particuliers, si c'est une première fois qu'on est avec un agent ou qu'on est dans une situation un peu pro, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un fichier Word d'une offre type
que je remplis. Bon, je change le nom, je mets tout ce que tu as dit à peu près. Moi, c'est détaillé en paragraphe. C'est désignation du bien, le projet, le prix, les conditions, présentation de la société quand on est en promotion ou de moi-même quand je suis tout seul, et j'envoie ça. Et j'attache ça à un email. Après, je me prends pas trop la tête à l'imprimer, faire un courrier et tout. J'attache à un email. Il faut savoir qu'un email a la valeur d'une lettre recommandée. Donc, Exactement. C'est pour ça que ouais. du moment où il y a une traçabilité écrite, c'est un engagement en fait. C'est un engagement. Je suis en train de mettre mon chargeur. C'est un engagement, donc c'est pour ça. Les offres, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient des fois que tu n'es pas engagé, des fois comme par exemple un vendeur, lorsqu'il va mettre un particulier, par exemple, lorsqu'il va mettre un bien immobilier, ça c'est mon notaire qui m'avait expliqué ça, lorsqu'il va mettre un bien immobilier sur le bon coin, à partir du moment où tu affiches par exemple un bien à 350 000 euros sur le bon coin et que tu as une personne soit qui t'appelle, soit qui t'envoie un mail, soit qui t'envoie un message via le bon coin qui dit j'achète au prix à 350 000 et que toi tu voulais soi-disant que tester le marché, théoriquement ton bien il est bloqué. Si la personne Ouais. d'en face veut aller en procès, et veut te faire chier, elle peut littéralement te faire chier parce que tu as Ouais, affiché c'est un bien. ça. Ouais. Ouais, et C'est tu aussi, l'as acheté. tu es beaucoup plus engagé en tant que vendeur. Ouais, Parce qu'en fait, les 10 exactement. jours de rétractation légaux, tu les as que pour l'acheteur, hein. Le vendeur, lui, il a vendu, il a vendu. Il y a pas de non, finalement, je veux pas vendre. À partir du moment où c'est acheté au prix, bah, quoi qu'il arrive, le bien il est bloqué. Et à partir du moment où l'offre est contresignée, le bien est bloqué. C'est pour ça que la plupart du temps, nous, là, notre préoccupation numéro 1, c'est contresigner l'offre de façon à être sûr que le bien soit bloqué. C'est vraiment ça, parce que là, il y a beaucoup de gens qui vendent un bien immobilier, quand ils signent une offre, ils se rendent pas compte de l'engagement qu'il y a en fait. Ils Non, se c'est rendent pas compte ça, de... mais en plus, on envoie toutes les semaines des messages comme ça. «Alors, j'ai signé une offre pour vendre un appartement, mais finalement, 2 jours après, j'ai reçu une meilleure offre. Est-ce que je peux me rétracter?» Ben Ah non, ben non. mon gars, tu es engagé, tu vends et tu nous casses pas les couilles. Il faut Mais bon, il y halluciner, a les gens, toujours, beaucoup de gens ils qui ont savent pas en l'impression de fait. jouer au Monopoly, tu sais? Ah, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui sont acquéreurs de ce bien-là et ils savent pas, donc ils vont pas au bout. Mais moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois où, attends, j'ai eu le cas l'année dernière où la personne a signé mon offre. Elle me dit: «Non, mais attendez, la semaine prochaine, j'ai quelqu'un d'autre qui vient», et elle revient me voir, elle me fait: «Écoutez, j'ai quelqu'un d'autre, désolé, je prends plus votre offre, parce que, on me propose 10 000 de plus». Je fais: «Non, vous avez pas compris madame. Ouais, mais en fait, Vous avez non, ça se passe pas comme ça, mon gars. vous avez contresigné mon offre, vous avez accepté mon offre, vous êtes engagé. Si vous voulez pas continuer, ben on va faire appel à un avocat, on va aller en procès et puis vous allez perdre tout simplement». Bon, c'est pas le but, Ouais. hein, le but c'est pas d'en arriver là, mais Non, le but c'est de vous alerter sur l'engagement que vous avez quand vous contresignez une offre ou alors quand on vous achète au prix, c'est pareil, hein. Tu mets un bien immobilier sur le bon coin qui est au prix, c'est à partir du moment où tu as une offre au prix, il est bloqué le bien. ouais, Il est bloqué, ça, c'est particulièrement en tant que vendeur, tu es très engagé, en fait, et ça, c'est on a très tendance à l'oublier. Si vous êtes vendeur d'un appartement, que vous recevez des offres et que vous êtes pas sûr, vous précipitez pas à la signer. Attendez, mais une fois qu'elle est signée, elle est signée, vous avez accepté, il y a accord sur le prix et la chose, et bah là, vous devez y aller, et c'est en fait, c'est ça le sujet que nous racontait le juriste. Il me semble que l'histoire, c'est qu'en gros, il y a une famille qui a perdu les parents, ils ont vendu l'appartement, il y a un marchand de biens qui a fait une offre à un prix fracassé de l'enfer. Ils ont dit: «OK, on vend», et après ils se sont rendus compte qu'ils vendaient pas assez cher. Ils ont dit: «Bah non, en fait, on vend plus». Bah, ils sont allés au procès, ça a duré un an et demi. Ils ont été forcés de vendre, ils ont payé tous les frais juridiques, donc ça leur a coûté une demi-couille en plus, et ils ont été obligés de vendre parce qu'ils avaient accepté, et que ouais, voilà, c'est donc d'accord. quand vous êtes vendeur surtout, si vous acceptez et revenez pas pleurer après, et d'ailleurs en tant qu'acheteur, c'est un truc à mettre sur l'offre, c'est que vous mettez, cette offre, elle est valable, tant de Tout à jours. fait. C'est valable jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, jusqu'à, dans 2 semaines à 18 h le vendredi soir, voilà, vous pouvez préciser ça. Et quand vous contresignez une offre, c'est pas mal de, enfin bon, après, on rentre vraiment dans de la chouchouille, mais si tu mets l'heure, il y a pas de débat. Tu vois, par exemple, avec une agence immobilière, qui me dit: «Ah ben, c'est bête, on a reçu une offre, mais genre 1 heure avant». Ouais, mais en fait, si c'est pas marqué sur le truc, c'est dur de le savoir, qui a raison. Tout à Bon, fait. ensuite, C'est il important. faut pas rentrer dans des galères juridiques pour, surtout quand on est acheteur, tu vas pas rentrer pour avoir une bonne affaire, tu vas pas te faire chier avec un an de procès. Bon, il y en a d'autres, Bien quoi. sûr, on n'a pas que ça à faire, sauf si vraiment c'est une opération du siècle, tu vas absolument la garder, mais autrement tu as pas d'intérêt. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un procès, ben, le vendeur, son bien, il est bloqué, il peut pas le vendre pendant ce temps. Donc lui, il Ah a oui. aucun intérêt non plus d'aller en procès, hein, parce que on a eu le cas, moi j'ai eu le cas encore il y a pas longtemps, hein, j'ai un dépôt de garantie, un dépôt de séquestre qu'on ne voulait pas me rendre.
Et on leur a fait comprendre, écoutez, si vous voulez, vous êtes normalement dans l'obligation de rendre ce dépôt de séquestre. Si vous voulez vraiment pas le rendre, on va partir en procès, mais sachez que le procès peut durer entre 1 et 3 ans. Si le procès dure 3 ans, ça veut dire que le bien immobilier, il est bloqué pendant 3 ans. Donc, vous ne pouvez pas vendre votre bien immobilier. Donc voilà, ça plein d'informations comme ça qui font que des fois, ça peut faire la différence par rapport à une autre personne, parce que la personne d'en face va se dire, ah ok, bon en fait, j'ai pas envie de bloquer mon bien pendant 3 ans, moi j'ai envie de le vendre, donc on va accepter ce que le monsieur nous a dit, et puis on va passer à autre chose. Donc voilà, faites attention à l'offre d'achat qui, en tant que vendeur du moins, qui peut vraiment vous engager. On en parle beaucoup avec les notaires, tout ça, parce que il y a même le fait aussi, quand une personne achète, comme disait Mathieu tout à l'heure, il y en a qui précisent pas beaucoup les conditions d'achat. Ça veut dire qu'en fait, ils font signer une offre, et une fois qu'ils arrivent pour rédiger le compromis, ben, il y a l'acquéreur qui dit ah, en fait, je veux une condition de financement, je veux une condition de PC, je veux une condition de DP, je veux une condition de ça, ça, ça. Et en fait, sur l'offre, c'était pas indiqué. Donc ça veut dire que l'acquéreur, enfin le vendeur n'était pas au courant que vous alliez évoquer des conditions suspensives. Donc et les notaires, c'est au notaire du coup de cravacher pour essayer de faire passer ces conditions suspensives qui sont des fois pas du tout acceptées, hein. Donc mettez-les de Ouais, et puis suite. là, on revient au point de départ, quoi. Ouais, tout à fait. Il vaut mieux Mettez-les le de mettre tout suite. de suite, en parler ouvertement, plutôt que de cacher, de se dire ah non, je vais remettre derrière la condition de permis de construire. Ouais, mais en fait, tu sais très bien toi-même que tu vas te faire shooter en disant ça, donc il faut pas, c'est Ouais, pas les trucs qu'il c'est faut ça. faire. Après, voilà, moi ça m'est déjà arrivé de le faire, hein. Je dis qu'il faut pas le faire, mais ça m'est déjà arrivé de le Oui, faire. non, mais tout le monde, mais c'est pas idéal et on sait très bien qu'on va braquer les gens parce que nous-mêmes, ça nous braquerait, quoi. Bien sûr, on va dire, en faisant ça, on crée pas une situation de confiance avec la personne si c'est un agent immobilier avec qui on est, parce que c'est délicat. Il va se dire la prochaine fois, bah attends, moi je me méfie de lui parce qu'il disait qu'il mettait pas de conditions et au dernier moment il met une condition suspensive. J'en connais qui font ça, Ouais. ils disent je vais être cash et 2 heures avant le compromis, bah, ils rajoutent une condition suspensive de prêt, tu vois. Donc Ouais, ça voilà. c'est nul. Si vous voulez passer pour un peintre, c'est la meilleure option, quoi. Parce qu'après, Ouais, pour se faire un réseau, il faut, pour se faire un réseau, faut quand vous avez qu'une parole et que vous la tenez et que les gens savent que vous tenez vos engagements, c'est ce qui marche. J'ai un pote qui est lotisseur, dans les Yvelines, là, c'est un gros faiseur, tu vois? Il doit faire, 4 ou 500 lots de terrains à bâtir par an et il dit: «J'achète moins cher que» enfin, en fait, non, j'achète au prix juste qui, normalement, est le prix où les gens disent: «Ah, c'est pas assez cher, il va se gaver sur notre dos». Sauf que quand les vendeurs de terrain, ils oublient toujours que, quand tu achètes un terrain, tu le revends pas juste à la découpe sans rien, tu vois? Tu as des prix, tu as de la TVA, tu as des gestions de chantier, bref, c'est une galère. Et il me dit toujours: «Moi, je fais mes offres au bon prix». Je leur dis: «Voilà, le prix, votre terrain, il vaut ça. Par contre, une fois que je vous ai fait l'offre, j'ai qu'une parole, quoi, j'achète». Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens disent: «Ouais, mais en fait, il y a Bouygues, ils achètent plus cher». Donc ils partent avec Bouygues. Puis 2 ans après, Bouygues dit: «Bon, alors maintenant qu'on a bien travaillé et qu'on vous a bien fait traîner pendant 2 ans, on se rend compte que votre prix, bah, c'est trop cher». Et ils le savaient depuis le début, tu vois? bien Et sûr, donc, ce gars-là, il a souvent des terrains qui reviennent, qu'il achète au bon prix, après que les gens aient perdu 2 ans. Sauf que lui, il a qu'une parole. Et il me dit: «En fait, tu vois, Mathieu, les gens savent que j'ai qu'une parole et du coup, une fois qu'ils partent avec moi, il y aura pas de souci, il y en a jamais eu et il y en aura jamais». Et bien le sûr. fait d'avoir qu'une parole, ça aide, quoi. Si tu es le mec qui change toujours d'avis, qui rajoute des conditions, qui renégocie systématiquement, parce qu'à la limite, ça marche une fois, mais si tu le fais à chaque coup, bon, les gens, ils sont pas cons, hein, ils vont le savoir que tu renégocies à chaque fois. Et même ton notaire, s'il est avec toi, il va dire au client: «Bon, par contre, monsieur Paco, il renégocie toujours les prêts, 2 ans après, faites attention, quoi». Le notaire, au bout d'un moment, il va être fatigué de constamment, Mais oui, c'est ça. renégocier, de constamment se battre pour vous. Donc, Et sachez que travailler avec vous, on est une équipe en fait. En tant que marchand ou en tant qu'investisseur locatif, on est des chefs d'orchestre, des marchands, des chefs de projet, comme on avait déjà évoqué. Vous avez une équipe de professionnels avec vous, il faut les garder auprès de vous parce que si vous grillez auprès d'eux, ben, il va falloir recréer encore du réseau, recréer des nouvelles personnes. C'est une perte de temps constamment en fait. ouais, et puis un réseau, ça se grille vite parce que le monde, finalement, le monde est petit, tout le monde se connaît et les infos, elles circulent vite, quoi. Donc, Tout à fait. Les gens, n'ayez ils qu'une recrutent. parole et tout se passera bien, quitte à perdre des projets, quitte à être honnête et à laisser les trucs passer. Mais, vous allez voir qu'avec l'expérience, les projets, vont revenir. Bon, pas tous, hein, mais tu en as qui reviennent: «Ah oui, mais en fait, j'avais bien aimé». Bah, bon, alors j'ai le cas à Saint-Nazaire. Je sais plus, on en a parlé de ce projet ou pas, bref, des mecs qui ont acheté un terrain pour vendre à des promoteurs et faire un coup. Je leur ai dit: «Bah, en fait, votre truc, vaut autant». «Ah bah, c'est dommage parce que nous, on en voulait 300 000 de plus». Je dis: «Ouais, mais en fait, ça vaut ce prix-là». Dire que nous, les promoteurs, on construit tous au même prix, on vend tous au même prix, heu, sauf enfin, tu vois, on est à Saint-Nazaire, on n'est pas dans un lieu où c'est du luxe, où tu as des trucs qui peuvent se vendre 20 000 balles du mètre carré. Non, tout le monde va vendre à 4 000, 4 500.
Ils ont dit non, non, mais on va partir avec quelqu'un d'autre. Bon, bah 2 ans après, ils ont rappelé. Alors, donc quelqu'un d'autre, il a rebaissé son prix au même prix que vous, et puis finalement, il s'est désisté parce que si, parce que ça, réétudier. Non, tu vois, c'est incroyable et ça arrive tout le temps. Ça arrive parce que des fois, c'est des vendeurs. Les vendeurs, c'est des particuliers. Les particuliers, ils n'ont pas cette expérience, ils se rendent pas compte de ça. Ils sont attirés par le fait d'une personne qui lui propose plus d'argent, donc ils y vont et ils se rendent pas compte qu'en fait, ils vont droit dans le mur. C'est comme quand il y a plusieurs agences qui font une estimation pour un bien immobilier. Tu as une Et qu'il y agence en a un qui qui est va 100 000 euros plus cher. Ouais. Et toi, tu vas retenir cette agence, tu vas retenir ce prix-là parce qu'elle est plus chère. Tu dis, ouais, elle va me faire gagner de l'argent. Ben non. En fait, il faut savoir que certaines agences, pas toutes, sont payées à la rentrée du mandat. Ça veut dire que si elle vous propose plus cher, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que vous allez vers eux. Il y a des grandes chances que vous signez un mandat. Donc, il y a des grandes chances qu'ils gagnent une très bonne partie parce qu'ils ont signé un mandat. Il y en a, ils sont rémunérés par la signature du mandat. Après, une fois qu'ils ont le mandat, ils n'en ont plus rien à faire, mais littéralement. Ouais, et puis en Donc, fait, ils vous ont fait signer le mandat 100 000 euros plus cher que leurs copains, mais bah, en négociation, ils arrivent au prix des autres, quoi. Sauf que vous êtes engagé avec eux, et puis vu que le gars, il avait un beau sourire, on est en train de s'éparpiller, mais ça, c'est tellement vrai, quoi. Les mecs qui font des estimations carrément plus chères en disant, mais si, je le vendrais ce prix-là, moi, juste pour vous choper le mandat. Évidemment, mandat mais exclusif, hein, parce que sinon, en fait, ils ont du mal à travailler sans mandat exclusif. dans notre résidence, on a eu le cas, un appartement qui avait été estimé à 430, il est parti à 335 6 mois après, Ouais, quoi. tout le Le monde le prix savait, des, quoi. le prix des deux autres agences, pardon. Enfin, en tout cas, Donc l'offre d'achat, on dévie pas mal, mais il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que bah, vos paroles et surtout vos écrits ont des conséquences, c'est-à-dire que ça vous engage. Alors quand vous êtes acheteur en particulier, bon, vous avez toujours le délai de rétractation et vous pouvez vous retirer, mais faut pas en abuser. Par contre, quand vous êtes vendeur, vous êtes vite bien engagé. Donc faites gaffe à vite. ce que vous faites. Ensuite, l'offre d'achat, vous prenez pas la tête, hein, c'est pas sorcier. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de rédiger des offres. C'est pas sorcier. Vous mettez qui vous êtes, ce que vous voulez faire, les conditions, le prix. Ça n'a pas besoin de faire 36 pages. Ça a juste besoin d'être propre, bien présenté, sans faute d'orthographe. Ça, pour moi, c'est chaud, mais Bien sûr. heureusement, il y a ChatGPT, en plus de Roxane, qui peut me corriger maintenant. Ouais, c'est pas Mais moi qui me corrige. il n'y a rien de sorcier. Et surtout, 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 quand vous connaissez pas la personne, ne lui balancez pas une offre par SMS. Enfin, il y a des mecs qui négocient par SMS. Tu sais. Ouais, j'achète 200K, wesh. Non, enfin, essayez d'être un minimum professionnel pour avoir l'air de quelque chose, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ça peut être un Les- mail bien rédigé, hein. Bien sûr, ça peut être un mail bien rédigé avec une estimation des travaux à prévoir, ce genre de choses. Ou alors, il y a des fois aussi, il y a des personnes qui négocient par l'intermédiaire de leur budget aussi, en disant, écoutez, votre bien, il est à 280, moi je sais que j'ai un financement à 250, Ah, ça marche pas mal, ouais. si je joins la proposition de ma banque avec l'accord de principe à 250, est-ce que vous acceptez ou pas? Sachez qu'à 250, moi, je peux y aller. Et là, ça Ça, peut éventuellement. comment ça s'appelle? C'est la technique, c'est de la puissance supérieure. C'est, en gros, il y a quelqu'un au-dessus de ma tête qui me limite à 251 203 euros et je peux pas aller plus loin. C'est vrai que tu montes le document, tu dis voilà, par contre, à ce prix-là, moi, je vous l'achète tout de suite. Bon, vous savez que ça n'a Ça, aucune valeur, mais dans la bien tête sûr. des gens, Mais ça peut carrément bien marcher. ça peut clairement bien marcher. Moi, il y avait une technique que je faisais tout au début quand j'ai commencé. C'est un gars que j'avais vu qui conseillait de faire ça. C'est que quand tu fais une proposition d'achat, tu fais jamais une proposition d'achat d'un chiffre rond. Je Ah faisais oui, toujours ouais, des ouais. 212 456. Et en fait, à ça, je mettais la pièce jointe de l'accord de ma banque à 212 456. Et en fait, la personne, donc l'acquéreur, le vendeur par exemple, il se pose toujours la question, mais pourquoi 212 456,50? Pourquoi il a Ouais, mis c'est ce ça. chiffre? C'est que vraiment, il doit avoir un accord à ce prix-là. Alors, d'accord, ok, d'accord, ben on va l'accepter. C'est pour ça que Ouais, c'est ou des que trucs. vraiment il a calculé, pile poil à l'euro près ce que vous pouvez faire, hein, Bah ça oui, marche bien. non, la personne va toujours. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit. Quand on est acheteur, en vrai, on a le pouvoir parce que c'est nous qui avons le pognon. Le mec qui vend, peu importe la raison, globalement, il va être content de récupérer de l'argent. Et c'est presque un soulagement. Là, bah, l'immeuble que j'ai vendu à BoPro, j'étais content quand j'ai reçu l'offre. Alors, ouais, elle était négociée, mais tu sais, le soulagement, j'ai dit, waouh, il y a quelqu'un qui veut me l'acheter, trop bien. Ouais, il m'avait Bien sûr. négocié 20 ou 30 000 balles. Bah, j'étais content, moi, hein, parce Ben, que je ils ont besoin. considérais que c'était déjà un bon prix. Le vendeur a besoin d'argent. C'est ce qu'on disait il n'y a pas si Ouais. longtemps que ça. Le vendeur, il L'acheteur a va. le pouvoir particulièrement en ce moment. Bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. En ce Surtout un moment, acheteur. les gens n'arrivent pas à se faire financer, tout le monde annule et tout, donc là, il y a plus en plus de biens en vente, les prix baissent. Quand tu es acheteur, bah, tu as plus de pression qu'il y a 2 ans sur le gars qui vend. Surtout en ce moment, si tu es un acheteur qui a des crédits déjà validés, t'as encore plus de Ah ouais, bah, pouvoir. ou du cash, ouais, c'est gavage. Ou du Non, je cash. voulais Ouais. dire quelque chose.
Ah ouais, mais enfin, je suis juste sur la négociation, l'immeuble qui a cramé à Sablé, là. Je me souviens de la négociation, je lui ai fait un prix, mais de sagouin, le gars. Vraiment, on est passé de 400 000 à 310, quoi. Mais ouais, non, c'est pas assez et tout. Et la proportion, c'était ça. Bon, finalement, j'aurais pas dû l'acheter. Enfin, on l'achetait à deux avec Roxane, on n'aurait pas dû parce qu'on s'est fait chier. Mais là, il va être reloué après l'incendie, ça va être mieux, mais c'était une Il t'a bonne laissé un école, un bon boulet au pied. Bref, tout ça pour dire qu'à la négociation, le mec devait vendre 400. Je crois que j'ai fait une offre à 310. Il dit non, c'est trop bas. Je t'ai renvoyé une offre à 310 500 euros. Donc j'ai Ouais. littéralement rajouté 500 balles. Et c'est passé. Moi, j'ai compris avec ma banque. J'étais fier de moi. Maximum, la banque, elle me prêter ça, elle peut pas me prêter plus. Et puis voilà, ça peut passer. Ouais. Ça peut. Je me souviens, ouais, de l'agent immobilier. Vous pouvez pas mettre plus? Bah si, du coup, tiens, 500 euros en plus. Et je lui dis, Tiens, ça- et je sais plus ce qu'il m'avait dit. Ah, c'était lui, c'était vraiment un artiste, il servait à rien. Il doit être mort d'ailleurs, il était vieux, le pauvre. Mais il était inutile. Mais il m'a répondu genre, genre, vous êtes trompé? Non, 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 c'est vraiment ça. Ah, bon, bah merde. Vraiment Mais ça. Non, c'était non, passé, c'est pas mine de rien. Bon, il nous ça avait passe. vendu une daube, hein. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'offre d'achat, sur la négociation. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ok, là, ça fait quoi? Ouais, Ça fait une heure. sujet, Ouais. bon, l'offre d'achat, peut-être sujet pas hyper sexy, mais bon, il y a pas grand-chose à dire, mais enfin, ouais, je l'ai déjà été, si ce n'est que vous êtes Oui. engagés, quoi. Faites gaffe quand Ouais, même. voilà. Que vous êtes engagé, que faites attention à ce que vous rédigez, à ce que vous mettez. Et N'hésitez la pas à. négociation, je pense que ça s'apprend. Mais Ouais, moi, je suis pas du tout un pro là-dedans, ça doit s'apprendre. Et naturellement, il y a des mecs qui sont faits pour ça, et naturellement, il y en a d'autres comme moi qui sont vraiment pas faits pour la négo, quoi. c'est vrai qu'il y en a Mais qui ça sont doit très convaincants. s'apprendre comme tout. Ouais, ça s'apprend. Et il y a, Mais voilà, retenez qu'il il faut pas rater une bonne affaire sous prétexte qu'on veut négocier. Enfin, il y a des mecs qui disent ah, mais si j'achète sans négocier, c'est pas bien. Ouais, mais en fait, non, pas tout le temps, quoi. Non, non, pas tout le temps. Vous pouvez créer de la plus-value sur un bien immobilier que vous achetez au prix. Ok. Bah écoute, c'était Bon, on est chouette. pas mal. Moi, Ouais, et j'avais un. je suis assez content parce que je vais au BGR Contest ce week-end à Bergerac et que la dernière fois qu'il y a eu une compète là-bas, ça nous a permis d'échanger plus tous les deux et ça a fini par un podcast à deux, des Ouais, projets c'est et vrai. tout. Donc, je sais pas ce qui va m'arriver ce week-end, mais ça risque d'être incroyable. Aïe, aïe, aïe. Tu vas gagner? Tu vas ramener la coupe à la maison? Non, je suis pas sûr. Je suis avec Gia, là, un copain de Gravity. On se débrouille, mais je crois qu'on est tous les deux pas au top du top en ce moment. Donc, Ah oui, t'es un peu mauvais là, c'est ça? Non, je déconne. Je en ce rigole. moment, c'est la catastrophe. Oh, je me sens faible. En même temps, ce week-end, j'ai passé 4 jours en Andorre, on a fait 7 restos, je crois. Sauf que les restos, Attends, tu sais, on arrive à 13h, on repart à 17h, quoi. attends, mais j'y pense, on en a pas parlé, mais tu t'es pas qualifié pour l'écart, toi? Si, si, je me suis Et qualifié pour les quarts de finale et c'était ce week-end et j'ai mal prévu mon week-end et du coup, j'ai pas fait les quarts. ah ouais, parce que j'étais en train de me dire, mais attends, mais il était qualifié? Ah, Bah, tu après, voulais pas. qui ne se qualifie pas au quart, j'ai envie de dire, c'est quand même facile. Ouais, moi, parce que je suis mauvais. Ouf! Oh là 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 là, moi je vais y aller, moi. Non, mais l'écart, Non, c'est non, 10%, c'est vraiment, faut vraiment être un gros. Non. ouais, faut Bah vraiment non, être mais du coup, ignace. je les ai pas fait. Je pense que j'essaierai les Wood après. Du coup, j'ai pas trop regardé. J'ai juste vu qu'il y en avait un avec des clean and jerk à 125 et je me suis dit, bon, bah, je n'épaule même pas la barre. Tu feras les burpees. C'est un tie break aux burpees. Ouais, c'est ça. On dit burpees. Mais non, bah, du coup, j'ai pas fait l'écart et en Andorre, j'ai essayé de faire un peu de rameur parce que Anthony, chez lui, il a un rameur et un peu de matos, mais oh, c'est dur, hein. C'est dur. Je sais pas, à chaque fois que je vais là-bas, je me sens bien au resto, mais nul, nul pour faire du sport, quoi. Ouais, il y a un temps pour tout, hein, tu sais. Moi, Ouais, c'est ça. Je pars à Lille demain soir, autant te dire qu'on n'y va pas pour faire du sport. Mais tu fais pas une conférence fiscalité à Lille? Exactement, je fais un. Enfin, moi, je suis pas intervenant, mais j'y vais pour un séminaire, le séminaire de Simon d'Aragon sur la fiscalité. C'est samedi, ça commence à 8 heures du matin, toute la journée, et le soir, on a un repas pour ceux qui ont pris le pass VIP, donc je sais pas combien on est. Donc ça va être sympa. Sympa pour réseauter aussi, sympa pour avoir des informations sur la fiscalité, sur les montages en société, ce genre de choses. Donc on va pouvoir vous en parler un peu plus après. Ah, c'est cool. On voit les mecs sérieux parce que tu vois, le week-end dernier, j'étais en train de glander au resto quand tu faisais des offres et le week-end prochain, je vais faire du crossfit et toi, tu te formes à la fiscalité. Eh oui, on voit les. Vous avez vu le gars qui travaille vraiment. Vous avez... Non, non, Bah, Jérôme, il passe toutes ses journées au crossfit, donc ça va. Il faut pas qu'il bosse exactement. le week-end. J'ai exactement. Il faut bien que je bosse le week-end parce que la journée, je suis au CrossFit. J'y vais. Non, j'étais ce matin. Et non, j'y vais le matin en ce moment. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien et au moins la journée après, je suis tranquille pour faire ce que j'ai à faire. En Ouais, ce en moment, ce je suis en moment, petit déficit d'entraînement, mine de rien, ça prend du temps tout ça.
podcast, faire les vidéos, les réels, j'ai du mal. D'ailleurs, j'en ai plus là pour cette semaine, il va falloir que j'en retourne. Ça prend un peu de temps, puis le boulot qui est prenant à côté. Ah bah oui, J'ai pas voulu mettre en gestion l'appartement à Nantes. Du coup, hier, je me suis collé les visites. Alors bon, les locataires qui n'arrivent pas à trouver d'appartement. Sur 6 visites, il y en a 3 qui sont venus visiter. 1 ou 2 ou 5 visites, je sais plus. 2 qui m'ont dit, genre 1 heure avant, « Ah, mais finalement, j'annule parce que j'ai un empêchement. » Et une espèce de connasse qui me dit, « Ah, mais j'avais oublié que c'était ce soir la visite. » Non, mais ça grosse dégage. pute, je te jure, bon, pardon, excusez-moi, mais elle me dit, bah, du coup, je peux venir visiter demain. Bah, je dis, bah, en fait, non. Sérieux, quoi, j'ai oublié la visite. Et après, oui, mais on peut pas trouver de logement, les propriétaires, ils sont compliqués. Ouais, enfin, ça, les mecs qui font leur métier, la gestion, Mais cadeau. ça doit être Je vous laisse. Je vous laisse et bon courage à vous et vous faites un très beau métier. Non, mais j'ai oublié que c'était ce soir la visite, quoi. Putain, sérieux, quoi. Bah, tu peux te dire, bon, elle était pas là. Roxane a raison. Elle me dit, bah attends, les grèves, les machins, ça se trouve, tu sais pas quoi, il peut peut-être arriver un truc. Mais la raison, j'ai oublié. À la limite, elle aurait mieux fait de me fallu me dire, bon, bah, elle était honnête, mais elle me dire, ah non, mais j'ai un problème, je sais pas quoi. Mais j'ai oublié, j'étais là, mais c'est pas possible, quoi. Toi, tu te tapes 1h30 de route aller-retour pour que la meuf, elle oublie. Elle oublie qu'il y avait la visite, c'est super. Moralité, faut tout mettre en gestion. Oui, je mets en gestion. Moi, je m'embête pas avec ça. On a d'autres choses à faire. Très bien, on va vous laisser parce que moi j'ai un rendez-vous, j'ai mon électricien qui va m'attendre. J'ai un rendez-vous avec l'électricien sur ma maison pour faire des... Ouais, je suis maître d'œuvre d'ailleurs, si vous voulez, sur Bordeaux, je fais de la maîtrise d'œuvre. Ouais, ils poncent très bien les bandes, il paraît. J'ai fait ça hier, ouais. J'ai poncé première plaque de placo pour qu'on mette le chauffe-eau. J'ai poncé la bande et j'ai mis le premier coup de peinture. Et ça t'a pris quoi, une après-midi? Ouais, ça m'a pris 4 heures. On sait pourquoi t'es partisan. Ça m'a pris 4 heures. Vous imaginez 4 heures pour 2 plaques de placo à poncer, à peindre, et un petit bout du plafond aussi. Mais je l'ai bien fait, hein. Ça prend du temps de bien faire les choses. J'espère que c'est bien fait avec ce temps-là. Ouais, mais en super. plus, Bon, en tout cas, c'était cool. Yes, et puis, on espère que c'est meilleur. On va écouter ça. On espère que vous avez... Faites-nous un petit retour dans les commentaires et tout sur le son, si c'est mieux, si vous entendez mieux, s'il y a des choses, des remarques particulières à prendre en compte, peut-être pour qu'on s'améliore. On essaie de s'améliorer petit à petit. Donc ouais, je pense qu'avec le micro, déjà, ça va être mieux là. Ouais, ça doit être mieux, j'espère. Et surtout, abonnez-vous sur YouTube, likez, mettez des étoiles sur les sites de podcast, Apple Podcast, Spotify, tous ces sites-là. Et ça nous aide énormément. Et en plus, ça fait 4 fois. Et partagez ça à vos potes sur Instagram, mettez-nous des stories, taguez-nous, posez-nous des questions. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à nous faire connaître parce que l'idée, comme de faire des podcasts, c'est qu'on nous écoute. Je trouve ça déjà incroyable qu'on ait 40 abonnés et 40 personnes qui nous écoutent, qui nous envoient des messages et qui trouvent ça intéressant. Je pensais pas. Et ça fait plaisir. Ça nous motive à continuer, ça nous motive à voir que ce qu'on dit et ce qu'on peut expliquer, ça intéresse pas mal de gens. Donc voilà, abonnez-vous, mettez des étoiles, voilà, mettez tout ça comme tout. Ça fait très très youtubeur, mais bon, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de garder la motivation, et c'est en faisant tout ça qu'on va garder la motivation, qu'on va pouvoir continuer. Parce que tu vois, si je regarde les stats, avec nos centaines de vues, on a 56% de non-abonnés qui nous écoutent. Ah, c'est pas bon. Abonnez-vous les enfants, abonnez-vous. Il faut vous abonner, ça nous fait plaisir et c'est bien. On vous dit à très vite, à bientôt, et pour le prochain épisode qui sera la semaine prochaine. Allez, salut. Salut, ciao à tous.